je vais te lancer du coup professionnellement vers la première news, Adrien. Merci. Qui se trouve concerner le Marvel Cinematic Universe. Exactement, avec une annonce de casting et pas n'importe laquelle, celle de Galactus. On sait enfin qui va incarner le méchant et c'est Ralph Ineson. Alors ça doit pas vous dire grand chose. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, on vous conseille d'aller regarder son visage sur Google. C'est un acteur britannique qui est connu pour ses rôles dans The Witch et Game of Thrones aussi. Et comme je l'ai dit, il a été choisi pour incarner Galactus dans le prochain film de Marvel Studios, Les 4 Fantastiques. Pour rappel, le film marquera quand même la première intégration des 4 Fantastiques dans le MCU depuis la création avec Iron Man. Niveau casting, donc Ralph Ineson rejoindra Pedro Pascal qui lui joue Reed Richards, Mister Fantastique, Vanessa Kirby qui elle joue Sue Storm, la femme invisible, Joseph Quinn en Johnny Storm, la torche humaine, et Ebon Moss Backrack ou Bachark, je sais pas comment on le dit, en Ben Grimm, la chose. Et donc ça c'est la famille des 4 Fantastiques. On trouve aussi Julia Garner qui jouera une version féminine du Surfeur d'Argent pour ce film-là. Donc on a hâte quand même de découvrir ce que nous réserve le film de Marvel. Et aussi John Malkovich qui fait également partie du casting dans un rôle encore indéterminé, mais il y a beaucoup de rumeurs qui laissent entendre qu'il pourrait prêter sa voix en fait au robot Herbie de la famille des 4 Fantastiques, même si pour l'instant on n'a pas de news officielle là-dessus. Le film sera réalisé par Matt Shakman et se déroulera dans les années 60, période de la création en fait des 4 Fantastiques par Stan Lee et Jack Kirby. Le scénario a été écrit par Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan et Jan Springer. Ça fait beaucoup de monde, un peu, ouais. Mais on espère justement que Marvel a mis les bouchées doubles pour les 4 Fantastiques parce que ça peut être un film ultra important pour le MCU qui est en chute libre quand même depuis plusieurs années et qui a besoin de se renouveler. Donc voilà pour l'annonce. Complètement. On nous pose la question dans le chat, c'est David qui nous demande pas d'acteur annoncé pour Doctor Doom. Pour l'instant, pas à ce stade. Et on imagine que si on a déjà Galactus en grand méchant des 4 Fantastiques, peut-être qu'on pourrait se passer de Doctor Doom dans le même film. Il y avait des rumeurs sur Javier Bardem en Doctor Doom, et encore une fois, c'est à l'état de rumeur, donc faut pas... Il y avait déjà Javier Bardem en rumeur pour Galactus. Pour Galactus, tout à fait. Donc à voir. Mais voilà. Croyez bien que dès que nous aurons plus d'informations, vous en serez les premiers informés. C'est l'avantage d'avoir une émission hebdomadaire, bien entendu. D'ailleurs, on va rester un petit peu dans la thématique MCU, puisque Bob Iger s'est exprimé cette semaine lors d'une conférence qui a été donnée au sujet des résultats financiers trimestriels de la grande firme internationale, et ensuite il y a eu un moment pour échanger avec les différentes personnes qui étaient sur place et qui lui ont posé des questions sur la fameuse fatigue des super-héros au cinéma. Et donc il s'est évidemment exprimé au sujet de la grande production du MCU. On était quand même à 4 séries par an et 4 films par an, et on s'est bien rendu compte en 2023 que c'était peut-être un peu beaucoup. Surtout quand quantité ne rime pas forcément avec qualité. Donc il s'est exprimé, il a même quantifié la future production qu'il souhaite pour Marvel Studios. Il dit 2 bons films par an, 3 maximum, versus 4 précédemment. Et a priori, les séries, elles aussi, devraient passer à 2 contre 4 précédemment. Il explique que tout ça, en fait, les 4 séries et les 4 films par an, c'était le résultat, un vestige d'un désir passé d'augmenter le volume, pour comprendre, nourrir la bête de Disney+, comme on l'a longtemps et souvent dit ici. Il dit « Je travaille dur avec le studio pour réduire la production et se concentrer plus sur la qualité. » Il s'est quand même exprimé sur film original versus suite, et il dit pour lui qu'il y a quand même beaucoup de valeur dans les suites, d'un point de vue marketing, d'un point de vue rentabilité, etc. Mais que Disney va essayer d'équilibrer suite et production originale d'une manière générale, donc pas seulement pour le MCU, mais aussi pour Disney, pour Star Wars, etc. Et donc il a cité en exemple les films animés, en disant bah là on était sur une phase plus production originale, maintenant là on va entrer sur une phase plus suite, comme on l'a vu d'ailleurs, hein, parce qu'on l'a traité récemment, Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et 4, et Toy Story 5. Donc là, on est a priori, ce serait comme ça qu'il envisage le futur de sa boîte, pour l'instant, et donc particulièrement le MCU qui va drastiquement
réduire la voilure de 50% quasiment, quoi. Ouais. Donc, Bah, c'est ce qu'on dit, comme tu l'as dit, hein, c'est quelque chose dont on parle depuis un bout de temps, et je pense que c'est la meilleure solution. Et puis, en fait, il fait juste face aux chiffres qui sont en baisse, il a pas le choix. Il se rend bien compte que là, clairement. voilà, c'est la seule façon de créer de la hype, Ouais. de prendre le temps de créer des films intéressants, des séries intéressantes, etc. Donc voilà, de donner le temps aux scénaristes, aux réalisateurs, aux acteurs de faire des trucs propres. Et Donc, tant puis, mieux, c'est sûr. et puis arrêter de courir après toujours n'importe quel contenu plutôt Oui. plutôt que de dire oui à tout. Ouais, après, tu vois, je digresse 2 secondes et on passe aux autres Ouais. news, mais c'est vrai que si tu te mets à la place d'un mec qui fait un carton avec Endgame, Oui. le truc qui était inédit en fait, et forcément t'as envie de capitaliser dessus. Bien sûr. C'était pas forcément le meilleur move, mais c'est, je pense, un move humain et un move plutôt logique de boîte, de grande entreprise, tu vois. De dire, bah vas-y, en fait, on continue et on va bourriner jusqu'à plus soif, quoi, et jusqu'à ce que les gens n'en peuvent plus, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ouais, Jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Mmh. Et tu peux toujours te relever, donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est tout, quoi. Exactement. Malheureusement, on a connu une longue période pas ouf, quoi. Bah là, je pense qu'ils prennent la bonne décision, à Ouais. voir ce que ça va donner sur les prochaines prods, quoi. Ouais, En parlant de licences qui pourraient être rincées jusqu'à la moelle, on peut parler de La Planète des Singes, dont la nouvelle mouture est sortie la semaine dernière, Le Nouveau Royaume. C'est quoi cette histoire de 9 films, La Planète des Singes? Alors ça peut paraître énorme, mais en fait c'est le plan des scénaristes. Alors il y a Rick Jaffa et Amanda Silver, le duo de scénaristes producteurs pour La Planète des Singes, Avatar et Jurassic World, qui ont partagé leur vision ambitieuse pour la franchise La Planète des Singes. Et en fait, dès le début, Jaffa envisageait un total de 9 films pour la série. Voilà ce qu'il déclare. Quand nous avons eu cette idée pour la franchise des singes, nous avons vu 9 films. Nous pensions que c'était incroyablement ambitieux. Jusqu'à présent, 4 films ont été réalisés, et avec la sortie du Royaume de la Planète des Singes, en fait, ils ont posé les bases pour au moins 2 autres films. Bon, évidemment, la réalisation de ce plan va dépendre en grande partie du retour public, même si j'en parlerai dans mon plan box-office, ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais ils ont aussi discuté avec les responsables du studio sur les directions possibles pour les prochains volets de la saga La Planète des Singes, et ils ont exprimé leur enthousiasme pour la continuité de cette série qui, en fait, peut poser beaucoup de questions avec une nouvelle trilogie. C'est ce qui se passe avec le Royaume, le nouveau film, et sur le côté jusqu'où on peut aller. Donc en fait, à l'époque, quand ils ont sorti le remake de La Planète des Singes avec James Franco, qui est sorti en 2011, et bien à l'époque, ils avaient déjà l'idée de faire 9 films, ce qui est quand même assez dingo quand ils pensent, et ça se fait petit à petit, et elle est marrante cette franchise, parce qu'elle est jamais citée, je trouve, par les gens quand tu parles de pop culture. Je suis super d'accord. Elle est étrange, mais elle est bien. J'aime bien cette franchise, étonnamment. Tu vois, c'est une franchise un peu sous-marin, en fait, quand ils pensent. Complètement sous-marin, et qui fonctionne. Hein. C'est ça le pire, parce que ça fait des chiffres. Elle est reconnue pour ses effets spéciaux qui sont dingos, même pour des fois ses scènes assez intenses. Excuse-moi, mais le nom de César dans le premier, désolé je spoil, mais la première fois que César dit non quand il se rebelle, c'est quand même une scène méga importante, je trouve, et qui marque, quoi. Et en fait, même j'aime beaucoup les suites. J'aime beaucoup La Guerre de la Planète des Singes, celui de Matt Reeves. Moi, j'avais beaucoup aimé les origines, perso. Et salut Catherine. Oui, voilà. Je suis désolé pour ceux qui entendent. Mon chat est en train de péter un câble. Cette émission est vivante. Il faut le rappeler aussi. Exactement. Tu veux participer? Non? Ok. Bref, on met tout ça pour dire que... des chats, c'est pour ça. La planète des chats. Et putain, il y a un truc là. Et bref, le jour où elle va parler, je vais péter un câble. Et qu'est-ce que je disais? Donc ouais, c'est une franchise un peu sous-marin, comme tu dis, oui, et qui pourtant fonctionne. Et là, à voir s'ils vont aller jusqu'à 9 films. Mais si la nouvelle trilogie marche, oui, évidemment, quoi. C'est intéressant. On sera à 6 films à ce moment-là. C'est intéressant qu'ils aient pensé à ça comme 3 trilogies, en fait. Et du coup, ils ont l'air de dire que après le Nouveau Royaume, il peut y en avoir 2 autres avec les mêmes personnages. Ça annonce 2 suites, ouais. C'est intéressant. Je l'ai pas encore vu. Franck dans le chat nous dit que c'est le plus faible de la nouvelle franchise. Bon, on ira voir sur pièce, bien entendu. Et puis on en parle dans quelques instants dans ton point box-office, de toute façon. Exactement. Grande nouvelle pour le paysage du streaming français. On attendait,
vraiment impatiemment une nouvelle offre, une nouvelle plateforme de streaming, c'est celle de Max. Donc anciennement HBO Max, lancé depuis déjà bien 2 ans, je crois, aux États-Unis, facile, ouais. et qui n'était toujours pas arrivé en France, malgré la diffusion de The Last of Us, par exemple. Et ça y est, on sait enfin quand est-ce que ça arrive, précisément le 11 juin. Le 11 juin, ça a été annoncé la semaine dernière, et on sait même combien ça va coûter, donc je vais vous faire un petit peu le rundown et vous expliquer où est-ce que ce sera disponible, etc. Il y a un petit peu d'informations, je suis désolé, ça va être un peu long, mais c'est important, je pense. Pourquoi le 11 juin? Parce que c'est très exactement une semaine avant la diffusion de la saison 2 de House of the Dragon, qui sort le 17 juin en France. 3 offres vont être pratiquées via l'application Max, on va dire classique. La Max basique qui sera avec publicité à 5,99€ par mois. Vous aurez le droit de connecter 2 appareils en simultané et vous aurez de la qualité Full HD maximum. Deuxième offre sans pub cette fois, Max standard, 9,99€ par mois, 2 appareils en simultané également, Full HD maximum aussi, mais 30 contenus disponibles hors connexion, donc téléchargeables sur vos appareils pour pouvoir en profiter hors connexion internet, et les accès à des chaînes télé comme Boomerang, Cartoon Network, CNN International, Discovery Channel, TCM Cinéma, Warner TV Next, et enfin, l'offre premium, Max Premium à 13,99€ par mois. Cette fois, c'est 4 appareils en connexion simultanée, de la Full HD ou de la 4K au maximum, et sans contenu hors connexion, plus toutes les chaînes télé que je vous ai citées tout à l'heure. Vous aurez aussi le choix d'opter pour une option sport à 5€ par mois supplémentaire pour pouvoir accéder à Eurosport 1 et Eurosport 2. Je note que Max est diffuseur conjoint avec France Télévisions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils seront accessibles sans surcoût du 26 juillet au 11 août, c'est-à-dire que même si vous avez la Max basique, vous aurez le droit de regarder les JO, vous n'aurez pas besoin de payer l'option sport pour pouvoir les regarder. Il y aura des deals de distribution chez Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR, et justement au sujet de Canal+. Canal+ ajoutera Max sans surcoût dès le 11 juin à ses abonnés Canal+ Ciné-Série, Canal+ Friends and Family, Canal+ Intégral et Canal+ Ra+, Ciné-Série. L'histoire ne dit pas à quelle offre Max ses abonnés auront accès, si ce sera l'offre pubée ou l'offre standard. J'imagine ce sera clairement pas l'offre premium, mais voilà. L'équipe nous dit aussi que l'accès se fera via MyCanal et non via l'appli Max. Donc oubliez l'idée d'avoir des identifiants sur l'application Max, ce sera directement dans votre MyCanal. Et enfin, pour les abonnés Warner Pass via Prime Video, ce sera transparent, c'est-à-dire qu'en fait votre abonnement sera transféré depuis le Warner Pass vers la nouvelle, le nouveau truc Max, quoi. Donc voilà tout le plan pour Max qui sort désormais dans moins d'un mois en France. Et ça faisait un moment qu'on l'attendait, et on se doutait bien que ça arriverait pour House of the Dragon saison 2, mais voilà. Question de Lactique dans le chat, mais pourra-t-on regarder Max depuis Prime? Oui, il faudra basculer sur la plateforme Max. Alors ça n'est pas dit, j'ai pas l'info. En revanche, c'est pas impossible. Pour l'instant, je pense que ça fera partie des Amazon Channels comme MGM+, OCS à l'époque, etc. etc. Ce sera, à mon avis, c'est pas impossible que ce soit directement dans Prime Video. Vous payez votre surcoût comme le Pass Warner, et voilà. Et donc ça, c'est à préciser. Je vous parle de mes conjectures, mais le Pass Warner deviendra Max dans Prime Video. Ce qui est plutôt cool. Voilà pour l'arrivée de Max en France. Dis-moi, t'as des choses à dire? Dis-moi. Non, justement, j'ai une question. Est-ce que t'as pas des petites news à nous donner là rapidement comme ça, là, très très vite Les brèves en rapid fire? Allez, c'est parti. Voilà.
Je te propose de parler de plein de choses et très rapidement, puisque nous avons appris cette semaine le décès de Roger Corman, réalisateur maître de la série B, hein, comme on l'appelait. Il a notamment été réalisateur de La Petite Boutique des Horreurs, La Chute de la Maison Usher, Le Masque de la Mort Rouge, etc. Il avait 98 ans et il a notamment aidé à lancer les carrières de nul autre que Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et bien d'autres. Donc ciao à Roger Corman. En parlant de personnes qui sont mortes, on pourra bientôt pouvoir voir un documentaire sur Christopher Lee qui s'appellera La vie et les morts de Christopher Lee. Ça c'est prévu du coup au Royaume-Uni et ça a l'air assez intéressant. Christopher Lee qui a eu une carrière absolument monumentale, hein. En dehors, bien sûr, de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, il y a énormément de choses à dire sur... T'es chasseur de nazis, précisons. Quand même. Par exemple. Par exemple. Entre autres. Entre autres. Ce qui est sympa. En parlant de Star Wars, on a appris dans une petite... dans une grosse discussion chez Variety cette semaine. Donc évidemment, La Menace Fantôme a 25 ans cette année. Et on a appris aussi que sur Disney+, c'était le film Star Wars le plus vu sur Disney+. Donc ce qui est intéressant à noter pour le nombre, les petites musiques qu'on entend régulièrement sur internet qui nous disent que c'est le pire film Star Wars, c'est aussi sans doute un des plus aimés, puisque c'est un des plus regardés, sans doute aussi parce que c'est le premier de toute la saga, hein, il faut pas se mentir non plus, quand on recommence un rewatch, qui est-ce qu'on regarde en premier? En principe, le premier. On a appris également que dans Mad Max, dans Furiosa, Mad Max Saga, cette charmante Anya Taylor-Joy n'aurait que 30 lignes de dialogue. Donc ce qui montre bien qu'on est sur la droite lignée de Mad Max Fury Road, avec une héroïne qui va très peu parler, et donc un film qui va certainement faire parler la poudre et le gasoil. On a aussi appris que le budget du film de F1 de Brad Pitt est évalué à plus de 300 millions de dollars. C'est ouf. Ce qui paraît absolument démentiel. On va rappeler que ce film sera réalisé par Joseph Kosinski, à savoir le réalisateur de Top Gun Maverick. Donc ça peut être évidemment très intéressant. 300 millions de dollars ? Pas un peu beaucoup? Je sais pas, après la F1 elle vend en poupe, c'est vrai. Ça marche bien. Top Gun Maverick, Brad Pitt, ça peut marcher. Hein. Écoutez, pourquoi pas. On a aussi appris que Sigourney Weaver était en discussion pour rejoindre le casting de The Mandalorian and Grogu, donc le prochain film Star Wars à sortir sur nos écrans en 2026, on va le rappeler, donc qui fera suite à la série The Mandalorian. On en parlait la semaine dernière des publicités dans les jeux vidéo, et il se trouve que le PDG d'Electronic Arts, toujours les mêmes bien entendu, Andrew Wilson, s'est exprimé en disant qu'il serait intéressé et ils sont en train de tester des choses pour faire apparaître des pubs dans certains de leurs jeux les plus importants. Voilà, comme quoi. Sympa. Au sujet de Shogun, je vous parlais la semaine dernière d'une saison 2 qui était pas tout à fait dans les cartons. Par contre, cette semaine, on a appris que Hiroyuki Sanada avait commencé à signer un deal pour revenir dans une saison 2 potentielle et reprendre le jeu, le rôle de Yoshii Toranaga. Donc c'est peut-être en train de bien partir pour une suite de cette série que j'avais beaucoup aimée, dont je vous en avais parlé dans la section reco. Il faut que je regarde. Ouais. Et toujours sur FX, et donc sur Disney+, en France, The Bear a annoncé sa date de sortie pour sa saison 3, ce sera le 27 juin sur FX et sur Disney+, un peu partout sauf en France, de ce que j'ai vu, et tous les 10 épisodes de la saison 3 sortiront en même temps. Alors il se trouve en fait que c'est écrit chez Deadline que tout ça sortira sur les territoires autres que les États-Unis sur Disney+, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, mais la France n'est pas citée donc pour le 27 juin, et pour les autres territoires sur lesquels est disponible Disney+, ce sera plus tard. Donc pour l'instant, ne connaissant pas les délais de traduction, on s'imagine que...
prend toujours, pour avoir regardé The Bear, ça prend toujours un peu de temps, C'est ça. étonnamment, c'est chiant. En fait, ils diffusent, la saison 1 et la saison 2 à chaque fois étaient diffusées depuis au moins un bout de temps Ça met avant que ça débarque en France. au moins Donc un mois et demi ouais. facile avant de sortir. Donc sachez-le, vous entendrez sans doute parler sur Twitter de The Bear saison 3 dès le 27 juin, mais en France, ce sera pas disponible encore. Voilà. Et regardez The Bear. Ouais, Regardez il paraît que vraiment c'est The super. Bear. Ouais. Au sujet d'un remake de Barbarella, ça avance autour de Sydney Sweeney, qui du coup incarnera Barbarella. Et a priori, c'est Edgar Wright qui serait en négociation pour coécrire et pour réaliser le long métrage. Et c'est très bien. Et Intéressant. justement, c'est Jen Goldman qui écrit aussi, qui est au scénario, qui s'est occupé de Kingsman et de X-Men First Class, etc. Donc bien aussi niveau scénar, on a du solide, quoi. Donc ce serait très cool. Bah, très franchement, moi, Edgar Wright, de toute façon, il peut faire n'importe quoi que j'irai le voir, donc... Moi, très franchement, Sydney Sweeney, elle peut faire n'importe quoi que j'aille voir, donc c'est pas... Lire le bottin. Allons-y. Exactement. Le nouveau The Office a été commandé de mémoire, et il devrait se baser sur... Enfin, il devrait suivre, en fait, la même équipe qui avait suivi Dunder Mifflin, mais qui, cette fois, intégrera la rédaction d'un journal papier en fin de vie, et ses rédacteurs et ses reporters volontaires, enfin bénévoles. Donc... intéressant, et ça sera situé dans le même univers que la série originale, donc potentiellement des petites têtes qui vont passer. Exactement, mais Steve Carell a précisé aujourd'hui qu'il ne viendrait pas dans ce spin-off. Il a dit: je regarderai, mais je ne passerai pas justement dans ce spin-off. Après, s'il adore, pas impossible. Oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit sa propre série avant d'être une série à caméo, tu vois. J'aimerais bien découvrir une vraie série. Je suis curieux. Ouais. Oui, carrément. Et puis Donna Gleeson, elle est super, donc... Il y a des choses à faire en plus avec le milieu de la presse. Bah ouais. Donc, moi, ça peut être très bien. Ouais. Ça peut être très bien. Côté Game of Thrones, vous n'êtes pas sans savoir que House of Dragon, du coup, arrive très prochainement, mais qu'un nouveau spin-off sortira l'an prochain, à la fin de l'année 2025. Et on a appris que donc, ce spin-off s'appelle The Head Knight. Et donc suivra les aventures de Sir Duncan et de son écuyer, et on a appris qui réaliserait 3 des 6 épisodes. Il s'agit d'Owen Harris, réalisateur notamment de certains épisodes de Black Mirror, et notamment d'un excellent épisode de Black Mirror, saison 6 peut-être. Oula, peut-être même avant, non, saison 4. Ouais, qui s'appelle San Junipero. Donc vraiment, moi ça donne envie en tout cas de voir ce qu'il va faire, et ça va se tourner très prochainement là. Amazon aujourd'hui a annoncé, Amazon et MGM ont annoncé qu'ils allaient faire une série Tomb Raider, donc autour de Lara Croft, sur Prime Video, et c'est Phoebe Waller-Bridge qui écrira et fera office de productrice exécutive pour cette série, qu'elle ne jouera pas dans le rôle principal, mais intéressant parce que bon, on sait qu'elle écrit bien, et donc ça peut être cool à voir. La saison 5 de The Boys a été confirmée d'ores et déjà, alors que la saison 4 n'est toujours pas disponible, mais devrait l'être d'ici un mois. Et enfin, Nicolas Cage reviendra dans le rôle de Spider-Man noir pour MGM+, et Amazon Prime Video, dans une série live-action. Et oui, on va le rappeler, cool. Il donnait sa voix à Spider-Man noir dans New Generation, Into the Spider-Verse. Et donc il va incarner de nouveau le personnage, mais cette fois en live-action. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ben ouais, et puis sur une série, c'est étonnant parce que Nicolas Cage dans une série, c'est la première fois, je crois. Enfin, j'ai pas de souvenir bien possible, d'avoir vu Nicolas Cage dans une série, donc c'est cool aussi. Carrément. Et juste pour préciser, on a eu 2 trailers qui sont sortis aujourd'hui. Le trailer de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, qui a d'ores et déjà été daté pour le 29 août, avec 3 premiers épisodes balancés le 29 août, et ensuite le reste en hebdomadaire. Donc sur Prime Video, bien entendu. Trailer très, très bagarreur pour le coup. Donc il va se passer des choses, contrairement à la saison 1. Oui, c'est une bonne annonce. Hein. On est bien d'accord. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, je suis déchauffé de ouf. Hein. Je sais pas. Ouais.
En revanche, la saison 2 de House of Dragon a eu droit à un nouveau trailer aujourd'hui, après un leak qui a été organisé en ligne. Pour le coup, bon, voilà, comme vous le savez, ça me chauffe bien. Donc on verra ça le 17 juin. J'ai fait exprès de pas le regarder pour pas me spoiler. Super. Tu as bien fait. Tu as bien Voilà. fait, même si on n'en voit pas grand-chose de plus que dans les 2 précédents trailers. Non, mais tu vois, j'ai envie d'avoir la petite surprise là, dans un mois. Il faut profiter de tout ça. Vraiment, juin, ça va être un mois. Ça va être, mon Dieu, oh là là. Ça sent la canicule, ça, voilà, ouais, ça sent un peu les dessous de bras. Ça sent la... ça sent la sueur, ouais. Ah la vache.